Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, focus sur un professeur de physique-chimie qui, avec humour, permet de rendre les sciences beaucoup plus attrayantes. Il rencontre son public sur TikTok et on va voir ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Avec vous, on va parler d'une exposition qui vient d'ouvrir ses portes à Paris au Musée des Arts Décoratifs sur la mode et le sport. Oui, absolument, une exposition donc en avant-goût des JO 2024 qui a lieu de septembre à avril prochain. On fait un petit tour tout à l'heure. Et puis c'est notre question du jour. On part à la découverte d'une révolution dans la façon de se former grâce à l'apprentissage immersif, apprendre par la pratique et développer de nouvelles compétences beaucoup plus rapidement de manière ludique aussi et interactive. Voilà déjà à quoi ressemble le futur de la formation professionnelle. On en parle dans un instant avec notre invité du jour. Il s'appelle Antoine Bernard. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président directeur général de Reality Academy. On voit ça dans un instant, mais d'abord, focus. Au lycée, il tournait déjà ses premières vidéos. Et désormais professeur de physique-chimie au collège, Morgane, plus connu sous le nom de Monsieur le Chat, continue à en faire sur TikTok où il cumule plus de 300 000 abonnés. Avec humour, c'est toujours plus facile de faire passer les messages clés. On en parle avec Xavier Terrade. Avec une vitesse suffisamment importante, l'objet, ici l'eau colorée contenue dans le bécher, ne tombe pas car l'effet centrifuge compense son poids. A l'inverse, sans vitesse ni mouvement de rotation, on constate simplement la chute des corps. Et voilà pour l'effet centrifuge Jamy. Renversant. Jamy Gourmaud le trouve renversant et les élèves également. Il faut dire qu'avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, Monsieur le Chat 94, qui s'appelle Morgane dans la vraie vie, en a sauvé plus d'un avant des contrôles, même s'il affirme que le contenu qu'il publie sur Internet ne peut pas se substituer à un cours, mais vient en complément. Imagine, genre juste imagine, t'es en 5e et demain t'as contrôle de physique-chimie. Comment tu révises? Eh bien, avec cette vidéo, c'est parti. Sur TikTok, le professeur de physique-chimie a près de 340 000 abonnés. Autant de personnes qu'il arrive à passionner à sa matière avec humour. As-tu le niveau collège en physique-chimie? J'ai 4 boules de 4 couleurs différentes. Connais-tu la couleur associée à chaque atome? Commençons par la boule noire. La boule noire est associée à l'atome de... En effet, c'est l'atome de carbone qui est présent dans le charbon ou dans le diamant sous forme atomique. Même avant de devenir professeur, il faisait déjà des vidéos. Au lycée, celui qui aurait aimé être ingénieur avait eu l'idée de faire en vidéo un tuto pour construire un igloo avec de la neige. D'abord quasi confidentiel, ces vidéos ont rapidement atteint ses élèves. Après un peu de gêne, il a finalement décidé d'assumer, tout en prenant soin de rester un personnage et de préserver sa vie privée. Aujourd'hui, le succès de Morgane est tel qu'il participe à une série sur YouTube baptisée Dans le Manoir avec d'autres professeurs influenceurs. Et même dans les coulisses du tournage, il continue à parler physique-chimie avec ses confrères. Quelle est la molécule de l'amour? L'ocytocine. Je sais pas. Moi je dis l'hormone du plaisir, la dopamine. Ok Stéphane, quelle molécule compose cet objet? De la feuille. Et quelles molécules? Cellulose. Quelles molécules sont dans cette bouteille? Déjà H2O forcément. Ouais. Et le cola, je dirais caféine. Si ces vidéos cartonnent, c'est parce qu'elles passionnent aussi les plus âgés avec des sujets d'actualité comme les questions qui entourent le gel hydroalcoolique. La petite flamme signifie que le gel hydroalcoolique est inflammable. Il y a donc un risque qu'il prenne feu en contact d'une énergie d'activation. Ici, l'énergie apportée par une allumette. Mais ce n'est pas tout, la flamme du gel hydroalcoolique a une particularité qui est plutôt dangereuse. Regardez bien. Actuellement, sous vos yeux, le gel hydroalcoolique est en train de brûler. Vous l'avez compris, à la lumière du jour, la flamme issue du gel hydroalcoolique n'est pas visible à l'œil nu. Et pourtant, si j'approche un bout de papier de cette flamme invisible, celui-ci prend feu. Morgane déplore le petit nombre d'heures de cours de sciences au collège. Le professeur TikToker espère, avec ses vidéos, faire exploser ce compteur. Allez, on part maintenant à la découverte d'un monde où l'apprentissage ne se limite plus aux manuels dans les salles de classe traditionnelles, mais s'étend désormais dans des environnements immersifs, transformant aussi la manière dont on acquiert les compétences et les connaissances. Dans l'univers en constante évolution, vous le savez, on en parle tous les jours de la technologie, la réalité virtuelle émerge comme un catalyseur puissant aussi, offrant des expériences pédagogiques innovantes aux apprenants et aux élèves aussi. Et c'est justement dans cette émission qu'on va vous emmener explorer les multiples facettes de cette transformation, les avantages qu'elle apporte aussi à la formation professionnelle et puis les perspectives qu'elle offre aussi pour le futur de l'éducation. On voit ça dans la première partie du talk.
Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Antoine Bernard, vous êtes le PDG de Reality Academy. Antoine, vous êtes à la tête de cette entreprise avec, depuis quelques années, une ambition chevillée au corps, construire le plus large catalogue de formations VR, réalité virtuelle, à destination des entreprises par le biais de ce qu'on appelle l'immersive learning. Peut-être une première question pour commencer. Qu'est-ce que c'est que l'immersive learning ? Alors l'immersive learning, c'est un apprentissage immersif. On va être plongé dans des mises en situation réelles. Donc on va utiliser plusieurs technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou les caves. Nous, particulièrement chez Reality Academy, on utilise la réalité virtuelle. Mais c'est au final d'être plongé dans un monde immersif, très ludique, très interactif, où on va vraiment vivre des émotions dans la peau d'eux. Donc c'est une expérience d'apprentissage. Alors Antoine, justement, comment des technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée donnent-elles vie quelque part à des concepts parfois complexes, aussi abstraits pour certains de vos élèves, aident aussi à la mise en situation de certains d'entre eux, des collaborateurs que vous formez? Donc nous, on va vraiment se mettre en situation, donc permettre à l'apprenant de vivre des situations réelles. Donc on va filmer à 360 degrés, par exemple, dans la peau d'un manager qui doit gérer un conflit ouvert entre deux salariés. Et donc là, vous allez devoir faire des choix, vu les conséquences de ces choix. Donc c'est vraiment une expérience d'apprentissage. Et tout ça, ça se fait avec cet objet que vous nous avez ramené, qui est un casque de réalité virtuelle. C'est ça, exactement. Donc vous allez être plongé à 360 degrés. Donc là, par exemple, je peux le mettre. Et vous allez être plongé dans un environnement. Et grâce à votre manette, vous allez pouvoir faire des choix et vivre les conséquences de ces choix. Alors justement, vous avez différents types d'exercices possibles en immersive learning chez Reality Academy. Quels sont les types d'exercices justement que vous proposez à vos collaborateurs? Donc on a créé un large catalogue de formations en réalité virtuelle sur 8 thématiques. Donc notamment le management, la vente, le HSE, la cybersécurité, la diversité en entreprise, mais aussi par exemple la méditation ou la RSE. Donc on peut vraiment traiter beaucoup de sujets grâce à la réalité virtuelle. Par exemple, la méditation. Donc là, vous allez être plongé dans des univers immersifs aux Maldives, par exemple, pour savoir gérer votre stress et du coup vous détendre. Alors vous partez du constat justement que l'expérimentation et l'implication émotionnelle des collaborateurs, des personnes, la mise en situation aussi, on en parlait dans un instant, favorisent l'intégration des nouvelles compétences. Comment ça se fait justement? C'est le fait justement de s'imbriquer quelque part dans une mise en situation qui permet ça? C'est ça exactement. Au final, vous allez apprendre in situ. On sait qu'on apprend durablement le fait de pouvoir faire des erreurs. Donc là, vous allez pouvoir faire des erreurs dans un espace sécurisé. Donc c'est vraiment l'apprentissage par la pratique qui permet de développer ses compétences et vraiment d'augmenter sa capacité à pouvoir régler un problème grâce à ces technologies immersives. Sans les technologies immersives, justement, c'est la grande crainte qu'ont les collaborateurs quand ils viennent vous voir. Ils disent « j'ai peur de faire des erreurs », justement. C'est aussi ça la problématique parfois. C'est je vais faire une erreur et après les conséquences sont assez graves. Par exemple, quand je prenais tout à l'heure le fait de manager, si on n'arrive pas à pouvoir manager bien ses équipes et face à un conflit, ne pas bien répondre, le conflit peut augmenter et au final perdre un salarié. Et c'est ça toute la complexité aujourd'hui de pouvoir monter en compétences. C'est par la pratique qu'on développe durablement ces compétences et ça, on est persuadé chez Reality Academy que c'est par le fait de pratiquer durablement qu'on va pouvoir apprendre. Face à la diversité des opportunités pédagogiques qui sont offertes justement par toutes les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui, quelles sont les raisons qui vous poussent particulièrement à utiliser celle-ci, la réalité virtuelle? Déjà, vous allez avoir 100% d'attention. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder votre portable ou d'autres choses. Là, vous êtes vraiment immergé dans votre bulle d'apprentissage qui fait qu'on est vraiment focus. Après, vous avez aussi des chiffres qui sont assez intéressants de taux de mémorisation ou de taux de complétion qui permettent d'améliorer l'apprentissage. Et c'est vrai que c'est très émotionnel. Vous allez vivre des émotions dans la peau d'eux et vous allez avoir une zone du cerveau qui va se déclencher qui fait appel à la mémoire. Le fait vraiment de vivre cette situation. Par exemple, dans la peau d'une personne en situation de handicap ou dans la peau d'une femme qui se fait harceler au travail, vous allez vraiment ressentir ces éléments-là, ce qui fait que vous allez pouvoir l'apprendre comme si c'était du vécu. C'est l'émotion qui change tout, effectivement. C'est l'émotion qui change tout. Et au final, le fait de se mettre vraiment dans la peau d'eux, ça développe aussi son empathie et le fait de pouvoir mieux comprendre l'autre et mieux réagir. Et grâce à la réalité virtuelle, vous allez pouvoir vous mettre dans une situation où on est observateur, c'est-à-dire que vous pouvez observer une zone, un espace 360, mais aussi vous téléporter dans la peau d'eux. Donc typiquement, là, sur ce plateau, je pourrais être dans ma peau ici où je fais ce pitch, mais aussi je peux me mettre dans votre peau où je vais me regarder, ou dans la peau du téléspectateur qui me regarde. Et au final, le fait de se déplacer dans différents environnements, ça me permet de mieux apprendre et mieux comprendre
et du coup développer aussi mes compétences. Donc justement, il y a les compétences professionnelles. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle les soft skills qui ne sont pas forcément encore bien développés dans toutes les entreprises ou dans toutes les formations aujourd'hui. C'est ce que permet, entre autres, votre technologie, c'est ça? Oui, parce que nous, en plus, on fait des mises en situation réelles. Donc c'est vraiment de la prise de vue avec des comédiens où on retranscrit la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on va retranscrire, par exemple, un feedback mal reformulé. Et vous allez vivre dans la peau de ce que vous pourriez vivre dans le quotidien d'une entreprise. Donc, ce qui fait que vous développez vos compétences sur des capacités que vous allez avoir potentiellement plus tard. Jeanne, est-ce que vous êtes notre chroniqueuse du jour, est-ce que vous avez déjà testé la réalité virtuelle? J'en reviens, Philippine, je reviens d'une expérience en réalité virtuelle sur laquelle je vais chroniquer dans pas longtemps, qui est une expérience qui s'appelle Monde disparu, qui a lieu au Muséum d'histoire naturelle à Paris et qui fait traverser, qui fait vraiment faire un voyage dans le temps de milliards d'années à différents points de vue. C'est un peu ce que vous disiez dans le fait de pouvoir changer de point de vue. Là, on va pouvoir aussi changer d'échelle et donc être du point de vue d'une cellule microscopique ou d'un oiseau dans le ciel. Et c'est ça, je pense, que ça permet. C'est d'avoir vraiment différentes vues sur différents problèmes d'une façon très novatrice. Petit teaser, effectivement, de la chronique prochaine de Jeanne. Est-ce que vous avez aussi rencontré des difficultés lors de l'implémentation de la réalité virtuelle dans vos formations? Pour avoir testé effectivement cette technologie, on peut très vite avoir la nausée ou mal se sentir. Ce sont des formations qui sont limitées dans le temps, peut-être? Alors nous, c'est des formations qui sont statiques, donc on ne bouge pas trop et on essaye de faire attention à qu'il n'y ait pas de nausée. Et puis, c'est des formations qui durent entre 15 et 20 minutes. Donc c'est des arbres conditionnels, donc en fonction de ce que vous décidez, le temps peut varier. Mais c'est vrai que c'est très safe, ne vous inquiétez pas. En plus, c'est un casque qui est assez simple d'accès. C'est-à-dire que dedans, vous avez à la fois l'ordinateur, le son intégré, et vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous avez une simple manette pour pouvoir sélectionner. Ce qui fait que c'est assez accessible à tous. C'est un outil tout tendre. Bon, l'obsolescence des compétences, on le sait, c'est un défi majeur aussi du XXIe siècle. Votre souhait, c'est d'aider les apprenants à actualiser continuellement leurs compétences, à être opérationnels quelque part tout au long de leur vie professionnelle? On doit se former tout au long de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, pour attirer les talents, pour avoir la rétention de talents, et aussi développer l'employabilité de ses salariés, on doit investir dans la formation. Et donc, nous, ça permet d'attirer en formation. C'est un des grands pouvoirs de la réalité virtuelle. C'est aussi d'attirer par l'innovation, par le ludique, par la gamification, et inciter les personnes à venir en formation. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ne viennent pas en formation ou des no-shows. Et donc, grâce à la réalité virtuelle, on les attire. On a des taux de remplissage des équipes de formation qui sont quand même plus importantes grâce à la réalité virtuelle. Ben justement, on va continuer à en parler dans un instant. Mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Something's got Jesus. Dang happening. Jumping Jehoshaphat. We're out of this world. And not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum. Not unlike the way... Tá preparado? Então vai. 1, 2, 3 e... E agora nós vamos pra segunda. A segunda. E agora. Tênis. Mais? Olha o que eu acabei de fazer.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Antoine Bernard, PDG de Reality Academy. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on laisse place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de mode et de sport, puisqu'à quelques mois des Jeux Olympiques, le Musée des Arts Décoratifs de Paris a décidé de voir comment, au cours du temps, les deux univers n'ont cessé de se croiser. Absolument. Dans cette tendance légèrement obsessionnelle à célébrer en avance les Jeux Olympiques de 2024, eh bien, le Musée des Arts Déco dédie une exposition à ces deux domaines apparemment opposés dans l'imaginaire collectif, réunis symboliquement sur l'affiche, que sont le sport, qu'on associe souvent davantage au masculin, la mode au féminin, dans une scénographie de terrain de course et d'athlétisme. C'est l'histoire des liens innombrables qu'on va traverser. Alors, rien qu'au XXe siècle, on connaît évidemment René Lacoste ou Fred Perry pour venir du milieu du tennis, mais les designers issus du milieu du sport sont bien plus nombreux que ce que l'on pense. Rien que, par exemple, Emilio Pucci, oui, c'était un ancien skieur de l'équipe nationale italienne, ou encore Ottavio Missoni, champion de 400 mètres pour la même nation. Et plus récemment, Marine Serre, par exemple, elle aussi était joueuse de tennis. Et c'est dans les années 20 que le sport et la mode vont vraiment marcher main dans la main, comme en témoigne la commissaire d'exposition Sophie Lemayeux. Il va y avoir de premières collaborations en quelque sorte, puisque Jean Patou, qui est un grand couturier de ce moment-là, ne va pas hésiter à allier Suzanne Langlaine, qui est une grande championne de tennis française, en lui proposant des jupes plus courtes, plissées, qui lui permettent une grande amplitude de mouvement. Dans ces années folles où la jeunesse, le dynamisme, la vitesse ont énormément d'importance et le sport a forcément du sens dans ce contexte-là. Alors Jeanne, effectivement, on l'entend avec les mots de la commissaire, le sport fait partie d'un contexte plus large qui donne aussi la part belle à l'émancipation de la femme. On le voit bien avec Suzanne Langlaine aussi. Ouais, c'est tout à fait un des points soulevés par cette exposition. La mode féminine dans le sport, c'est en même temps un conservatoire de la pudeur que doit garder la sportive et à la fois son terrain d'émancipation. Alors il faut savoir qu'au tennis, les joueuses portaient des corsets jusqu'aux années 1910. On les voit, là par exemple, on voit une robe corsetée en percale. C'est comme ça qu'on jouait au tennis. Ces dames jouaient au tennis. C'est à Wimbledon, en fait, jusque dans les années 10, entre chaque set, les joueuses devaient aller changer leur corset au vestiaire, tout simplement parce que ceci était couvert du sang qui venait à cause du cisaillement entre les baleines et la peau des joueuses. Quant au port du pantalon, c'est aussi, chez les femmes, c'est aussi la mode du cyclisme qui l'a permise et qui l'a amené donc grâce à ce qu'on appelle les bloomers, qui sont ces espèces de pantalons bouffants, mais non sans résistance. Le port du pantalon par la femme, étant donné qu'il a fallu 2013, rappelons-le, pour que l'ordonnance qui interdisait aux femmes le port du pantalon soit abrogée. Alors, au-delà du terrain féminin, qu'est-ce qu'elle apporte d'autre, cette rencontre entre le sport et la mode? Alors, 1001 influences et qui se nichent absolument partout dans nos dressings d'aujourd'hui. Rien que pour les matériaux, il faut savoir que la maille et la laine qui sont portées pour les pulls et non plus seulement les manteaux, ça vient du sport. On les a intégrés justement parce qu'ils laissaient passer la transpiration. Le tweed, lui, c'est un des premiers tissus hydrophobes. Celui-là, il était porté par les gentlemen anglais pendant leur week-end, quand ils alternaient entre chasse et équitation. Le fluo, c'est le sport, les doudounes, les baskets, j'en passe. C'est vraiment à partir des années 1980 qu'il va y avoir un festival de collaboration où la mode va s'emparer du sport et où le sport va aussi s'emparer de la mode. Et ça va être ces années où on va voir Souria Bonali qui patine en Lacroix, c'est Marie-Josée Pérec qui défile pour Paco Rabanne, c'est Zidane qui pose pour Eau Sauvage de Dior. Et sans ça, il n'y aurait pas eu ces sorties de joueurs des bus de Clairefontaine qui, selon la commissaire d'exposition, assimilent tous les codes du défilé de mode aux allures aussi de placement de produits. On écoute la commissaire qui parle justement de l'arrivée de toutes ces nouvelles égéries qui sont issues du milieu du sport. Ça arrive à un moment où le sport est de plus en plus médiatisé et où les sportifs ne sont plus pris en tant qu'équipe, même dans les sports collectifs, mais en tant qu'individus devenus de grandes stars. Par ailleurs, ça permet aux marques de luxe de s'approprier les belles valeurs du sport, comme la persévérance, comme l'esprit d'équipe, comme le fait de vouloir gagner.
Alors, on le voit effectivement, Jeanne, du sportswear au streetwear. C'est difficile à dire. On le voyait avec les footballeurs à Clairefontaine. Il n'y a qu'un pas. Oui, absolument. Le streetwear, il vient techniquement du sportswear. On se rappelle, on a tous en tête ces images de danseurs de hip-hop en complet jogging. La Converse décontracte, elle a été créée dans les années 20 et c'était une chaussure faite pour le basketball. On voit les blousons des joueurs de baseball. Tout ça va créer un ensemble de nouveaux codes vestimentaires dont les grands du luxe ne vont pas manquer de s'emparer. Et pour ça, justement, il y a deux figures particulièrement importantes qui arrivent à peu près aux années 2010. Il y a évidemment Demna Gvasalia pour Balenciaga et le grand, l'unique Virgil Abloh pour Vuitton. Et on voit bien ici une proposition de Virgil Abloh. Lui, ce qu'il aime, c'est associer le teddy et les sneakers avec une jupe couture à différents étages. Virgil Abloh, lui, il vient de ce milieu-là. On l'a appelé le hip-hop designer de mode, ce qui a été controversé. Mais bon, en tout cas, lui, il a été DJ, il a été proche de Kanye West, et c'est cette figure de proue, disparue trop tôt, de ces bouleversements des catégories du high et du low, qui ont traversé et n'ont pas fini de traverser le monde de la mode. En tout cas, l'exposition se termine le 7 avril, donc pour ceux qui ont envie d'y faire un tour, voilà. Voilà, exactement. Tout est dit. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. Et puis, nous, on va reprendre nos discussions, puisque on va continuer à parler, effectivement, de la réalité augmentée dans le secteur de la formation, et puis à l'école aussi, dans l'éducation. Juste après ça, on lance la deuxième partie du talk. On l'a vu effectivement juste avant la chronique du Jeanne, l'univers de la réalité virtuelle est en constante évolution entre révolution de la formation supérieure et potentielle bascule aussi du monde de l'éducation. Cette technologie démontre de plus en plus sa puissance éducative et pédagogique, tout secteur confondu. On continue justement d'en parler avec vous, Antoine Bernard. Vous êtes toujours le PDG de Reality Academy. On va parler peut-être maintenant de réalité augmentée dans l'éducation. Quel type de sujet ou de domaine de compétences bénéficie aujourd'hui le plus de l'utilisation de cette technologie à l'école, dans la formation? Alors, dans la formation, on peut utiliser bien entendu les soft skills et il y a les hard skills. Donc, sur tout ce qui est soft skills, on va pouvoir l'utiliser sur la prise de parole en public. Ça peut être aussi sur le management, la vente. Et puis, les hard skills, ça va être aussi les compétences qu'on va pouvoir sur des procédures, par exemple. Donc, typiquement, faire un geste cardiaque ou faire éteindre un feu, ça, vous allez pouvoir l'utiliser grâce à la réalité virtuelle. Donc, il va y avoir un feu, par exemple, qui se déclare dans un bureau. Vous allez pouvoir évacuer le bâtiment avec, du coup, l'alarme qui sonne, le stress de l'alarme, ou même savoir utiliser un extincteur en fonction des différents feux. C'est vraiment hard skills et soft skills. On peut à peu près tout faire, en fait, avec cette technologie, c'est ça? Au final, on a réussi à créer pas mal de mises en situation. On parlait tout à l'heure de la méditation, mais aussi on fait de la mobilité. Donc, par exemple, on a développé Mobility VR, qui est le premier simulateur auto, vélo, trottinette et piéton, qui permet de former et sensibiliser aux risques routiers. Et on a eu le prix de l'innovation à la sécurité routière, ce qui permet par exemple de se mettre dans la peau d'un cycliste avec une portière qui s'ouvre et savoir comment réagir. Et on le sait à Paris, c'est quand même compliqué de pouvoir se déplacer, donc autant utiliser cette technologie pour sécuriser à la fois les enfants et les adultes. C'est effectivement un peu compliqué et puis surtout ça a retenu mon attention parce que vous reprenez dans cette solution sur la sensibilisation du risque routier les codes du jeu et de l'émotion, ce qu'on appelle quelque part la gamification dans l'éducation aussi, afin d'engager vos apprenants, les former aussi aux dangers de la route. C'est un outil pédagogique aujourd'hui que vous utilisez pour les moniteurs de conduite, qui permet quelque part de plonger les élèves dans des situations dans lesquelles ils ne seraient pas forcément autrement. C'est une solution qui cartonne aujourd'hui chez vous aujourd'hui? Oui, ça marche beaucoup. Ça permet de téléporter par exemple sur le rond-point de l'Étoile. Pour des personnes qui ne vont jamais sur Paris, on sait que c'est quand même un endroit complexe. Et donc nous, grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir vous téléporter dans différents environnements. Par exemple, vivre la fatigue au volant avec les yeux qui se ferment. Vivre aussi, par exemple, un portable qui arrive pour pouvoir, quand vous roulez, pour voir aussi tout ce qui est danger sur la route. Donc c'est sûr que ce type de technologie, ça plaît, c'est ludique, c'est interactif et ça permet d'utiliser, comme vous disiez, les codes de la gamification pour aider dans l'apprentissage. Et sur cet exemple précis, ça permet aussi à l'instructeur de rendre compte quelque part au conducteur apprenant ses erreurs. On en parlait tout à l'heure en première partie, la difficulté de faire une erreur, d'assumer, d'avoir peur de faire des erreurs aussi. Là aussi, on peut revenir sur les erreurs qui ont été faites en conduisant par le conducteur. C'est ça exactement. Nous, en plus, on a dans notre application
vous avez à la fois le casque et vous avez aussi une application de pilotage. Cette application de pilotage, elle permet à la fois en simultané de pouvoir lancer les contenus, mais aussi d'avoir un retour écran, ce qui permet aux formateurs de donner du feedback en temps réel ou après avoir fait la formation. On se dit qu'une telle solution à l'école, ce serait quand même assez révolutionnaire pour la sécurité routière des enfants. C'est un secteur dans lequel vous arrivez à entrer aujourd'hui? Alors on essaye, bien entendu, des fois c'est un peu complexe parce qu'il y a des problématiques des fois de budget pour pouvoir déployer ce type de solution. Mais nous, l'avantage, c'est vraiment d'avoir une solution all-in-one. Vous avez à la fois les formations, le matériel, la plateforme, ce qui fait qu'aujourd'hui, on permet à des écoles de déployer facilement ce type de contenu dans les écoles et on espère qu'il va y avoir de plus en plus d'écoles qui vont nous faire confiance à déployer ce type de solution. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et puis j'ai lu aussi dans plusieurs de vos interviews, à chaque fois ce qu'il en ressort, c'est que vous semblez être un convaincu de ce qu'on appelle la pédagogie learning by doing, une pédagogie où on apprend mieux en faisant par nous-mêmes. Quelle est votre analyse aujourd'hui du milieu éducatif en France, celui de la formation que vous connaissez par cœur aussi? Est-ce que cette pédagogie pour laquelle vous militez est assez représentée en France? Est-ce que dans les centres de formation que vous côtoyez, c'est quelque chose que vous poussez aussi, l'apprendre en faisant? Aujourd'hui, c'est très descendant. La plupart du temps, c'est quand même un professeur qui parle à des élèves. La complexité, c'est de créer des jeux de rôle. Donc il y a certaines entreprises qui se mettent à faire des jeux de rôle réels, sauf que parfois il faut des comédiens, il faut mettre en situation, et c'est assez complexe de le multiplier à plusieurs usages. Ce qui permet, grâce à la réalité virtuelle, de pouvoir le multiplier et de pouvoir générer plusieurs mises en situation sans avoir besoin d'à chaque fois prendre des comédiens ou avoir un jeu de rôle. Ce qui fait que c'est assez pratique pour pouvoir développer le learning by doing. Ça a un coût aussi, ces technologies. Vous parliez justement de ces métiers un peu du futur, les programmateurs, les développeurs, les concepteurs aussi de ces environnements virtuels en 3D aussi, j'imagine. Vous avez aujourd'hui des facilités à en recruter ou c'est encore quelque chose sur lequel il faut communiquer pour justement peut-être faire passer un message aux jeunes qui nous écoutent d'embrasser ces filières-là? C'est un super métier. Clairement, on a plein d'avenir devant nous. Les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sont aux prémices et on a devant nous plein de possibilités. Et c'est vrai que dans notre corps de métier, aujourd'hui, chez Reality Academy, on est 30 personnes. Donc on est à la fois des 3Distes, des développeurs, du sound designer, des réalisateurs, des ingénieurs pédagogiques. Donc ça regroupe plein de corps de métier. Mais aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quand même des écoles qui ont permis d'avoir ces pépites et de pouvoir créer une entreprise comme la nôtre. Aujourd'hui, on veut être un des leaders européens de l'immersive learning et on a cette capacité grâce aussi à l'école. C'est grâce à ça qu'on a des personnes qui permettent de créer ce type de contenu et rivaliser aussi vis-à-vis d'autres pays. Et on est en tête d'affiche, en tout cas sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Des pépites françaises, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont vos prochains développements dans les prochains mois, les prochaines années chez Reality Academy? Alors nous, on est en train de développer des contenus sur la diversité et sur les risques psychosociaux, donc notamment sur tout ce qui est LGBT par exemple, qui est une des thématiques qui est très demandée dans les entreprises, le fait de se mettre dans la peau de ces personnes et comment du coup on peut pouvoir sensibiliser à mieux les accueillir en entreprise. Et puis nous, c'est le développement international. On vient de traduire l'ensemble de notre catalogue en anglais. Et donc là, on commence à vendre en Angleterre et aux États-Unis. Donc on a pas mal de perspectives d'avenir. Et on sait que cette technologie, elle est révolutionnaire. Et au fur et à mesure, nous, nos clients, ils achètent un casque, 2 casques, 3 casques. Et au final, ils commencent à implémenter ce type de solution. Et on est très ravis de pouvoir faire partie de cette technologie et de cette nouvelle modalité d'apprentissage. Vous avez plus de facilité à la déployer à l'international qu'en France aujourd'hui? Non, nous on est très français, donc on développe ce marché déjà en France, mais on voit qu'il y a de l'appétence sur nos technologies. On a vraiment créé une expérience unique d'apprentissage qui aujourd'hui se déploie à l'international. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas tout le meilleur. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission qui nous a permis effectivement, vous l'avez vu, grâce à Reality Academy, d'explorer la révolution que représente la réalité virtuelle dans la formation professionnelle. On espère vous avoir plongé aujourd'hui dans cet univers un peu fou où la frontière entre le virtuel et le réel s'estompe. Vous l'avez vu, ça offre aussi de belles opportunités d'apprentissage sans précédent pour les professionnels et puis on le souhaite aussi pour les plus jeunes et bientôt pour les écoliers. Et puis, comme toute révolution technologique, des défis subsistent, mais vous l'avez vu, la révolution est en marche grâce à vous. Merci beaucoup Antoine Bernard, PDG de Reality Academy, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve très vite dans l'école du futur. Ciao.